Bonjour, vous êtes sur ma chaîne Un brin d'ADN et pour cette vidéo-ci, je vais vous parler des raisons pour faire un test ADN. Dans ma dernière vidéo, je mentionnais que les origines ethniques étaient la pointe de l'iceberg, selon moi, pour faire un test ADN. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du reste de l'iceberg, donc en tout 8 raisons, selon moi, qui sont utiles pour faire un test ADN autosomal. Donc, on reprend l'image de l'iceberg et, comme je disais dans ma dernière vidéo, les origines ethniques, donc la composition ancestrale, est pour moi la pointe de cet iceberg-là de faire un test ADN autosomal. En premier, je vais juste distinguer que veut dire autosomal dans un test ADN. C'est que, en gros, il y a trois tests principaux récréatifs, si on veut. Je ne rentrerai pas dans les tests d'ADN médicaux, mais ceux qu'on peut faire à titre récréatif, il y en a trois grandes familles de tests. Le test Y, qui est un test que seuls les hommes peuvent faire car c'est sur le chromosome Y. Ça peut remonter la lignée patrilinéaire très 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 loin. Et le test mitochondrial, ou MT-ADN. Et ça, en fait, c'est pour la mitochondrie, donc c'est la lignée matrilinéaire, qui peut aussi remonter très loin. Dans ces deux cas que je viens d'énumérer, on parle de haplogroupes qui servent à identifier les ancêtres ou les embranchements assez loin, là, sur des milliers d'années. Mais moi, je vais me concentrer sur le test autosomal, qui est le test récréatif le plus populaire. Et les autosomes, en fait, ce sont les chromosomes qui sont les 22 premières paires de chromosomes. Donc, si on enlève XY, on se concentre sur les autres paires de chromosomes. C'est le test autosomal et c'est celui qui est le plus populaire. Donc, origine ethnique, composition ancestrale, qui est pour moi la première raison de faire le test, c'est en fait d'obtenir un estimé de son ADN des différents segments sur les différents chromosomes ressemble le plus à quel autre bassin d'ADN, j'en parlais dans ma dernière vidéo là, sur le panel de référence, et qui habite depuis longtemps en France ou en Irlande ou peu importe la région du globe, eh bien ce panel-là de référence va être comparé à sa propre ADN à soi. Et à ce moment-là, ben, ça va pouvoir dire, grosso modo, avec une certaine marge d'erreur, la composition de son bagage génétique provient de certaines régions ciblées du globe. Si on passe à la deuxième raison, selon moi, c'est évidemment pour des cas d'adoption, donc pour trouver ou confirmer un parent ou un grand-parent. Ben, les tests autosomales d'ADN sont vraiment utiles pour ça. Et oui, c'est possible de retrouver un parent et un grand-parent en faisant un simple test Ancestry ou MyHeritage ou 23andMe. C'est un peu à ça que ça sert, c'est de retrouver des cousins proches de soi. Donc, contrairement aux autres tests, le test d'ADN autosomal va se concentrer sur les générations proches de soi. Donc, c'est utile pour retrouver des cousins pas trop éloignés, pour retrouver un parent, un grand-parent. Et plus les gens vont tester au fil des ans, plus ça va être facile de pouvoir retrouver quelqu'un. Je dis pas que ça se fait en 10 minutes non plus. Il faut quand même y mettre le travail, analyser les résultats, déduire certaines choses. Mais c'est vraiment une utilité de faire un test autosomal pour retrouver un parent ou un grand-parent. On peut voir d'ailleurs depuis quelques mois sur Ancestry DNA, ils ont développé une technologie pour départager automatiquement les origines ethniques, mais par parents. Donc on se rappelle que ça fait quand même plusieurs années, entre quelques années, que les compagnies de tests ADN offrent l'origine ethnique pour soi-même, donc la partie de droite dans cette image-là. Mais tout récemment, Ancestry a été capable de développer une technologie qui peut isoler de quel parent vient certaines origines ethniques par rapport à un autre. De mon côté à moi, j'ai pu isoler quel était mon côté maternel et paternel. Par défaut, quand vous allez recevoir vos résultats, c'est simplement parent 1, parent 2. Donc, ils ne sont pas capables encore de dire si c'est le père ou la mère. C'est à vous de l'assigner. Mais c'est quand même une bonne avancée là, pour savoir que c'est pas seulement soi-même qu'on peut percevoir les origines ethniques, mais les parents peuvent être départagés, donc ça donne encore une meilleure idée
de savoir qu'un de nos parents avait beaucoup plus d'origine de France qu'un autre, par exemple. Et ça aide dans les recherches pour isoler un parent ou un grand-parent pour des cas d'adoption. La troisième bonne raison de faire un test autosomal d'ADN, c'est les traits et les prédispositions. Donc, l'influence des gènes et les prédispositions qu'on a à développer certaines maladies ou même des traits tout à fait anodins, là, comme est-ce qu'on a tendance à s'endormir tôt, est-ce que nos cheveux sont plus foncés, plus frisés que d'autres. Donc, ça, c'est des traits simplement récréatifs, mais il y a aussi certaines prédispositions génétiques, notamment 23andMe est réputé pour ça. Et donc, c'est comme deux raisons que j'ai mis ensemble, bien qu'elles soient un peu séparées. Mais ça fait quand même partie de la troisième raison pourquoi on peut faire un test d'ADN, c'est de découvrir là, dans sa génétique de base quelles sont les prédispositions ou les chances d'avoir un trait plus qu'un autre. Et encore là, toutes les compagnies précisent quand même que c'est pas entièrement dû à la génétique. Donc, certains traits ou prédispositions peuvent être très influencés par la génétique, mais c'est jamais une certitude ou une garantie à 100%. Là. Il y a toujours une portion, surtout pour les traits. Là, est-ce que tu t'endors plus tôt que la moyenne ou est-ce que tu aimes la coriandre ou des choses comme ça? Ben là, ça va être une petite partie qui est basée sur les gènes. Mais ça peut être quand même intéressant d'avoir ces informations-là. Là, je montre un exemple côté de 23andMe. Donc, la partie du haut, c'était pour les prédispositions génétiques sur des syndromes ou des maladies. Et puis, en dessous, à la suite de ces résultats-là, on peut voir des trucs un peu plus anodins, comme si on boit de l'alcool, est-ce qu'on va rougir? Est-ce que la consommation de caféine, est-ce qu'on est prédisposé à en prendre plus que la moyenne? Des choses comme ça. Ensuite, la quatrième raison pour moi, c'est d'aider les autres. Donc, je parlais tout à l'heure d'une des raisons qui est pour trouver un parent, un grand-parent, des cas d'adoption. Donc, évidemment, indirectement et des fois même directement, quand on fait un test ADN, même si on le fait simplement pour les raisons de droite, l'origine ethnique ou les traits, les influences des gènes, mais le fait d'avoir testé, d'avoir mis son ADN sur un site et d'activer l'option là, de se rendre public pour avoir des correspondances avec quelqu'un, peut-être qu'on peut résoudre un mystère pour quelqu'un, donc un cas d'adoption ou des choses comme ça. Et ça peut aider les autres, mais pas juste pour les cas d'adoption, mais aussi simplement pour faire un lien dans l'arbre, donc être un cousin additionnel pour corroborer un arrière-grand-parent ou une certaine lignée. Donc, c'est pas seulement pour soi qu'on peut faire un test ADN, mais ça peut aider les autres, des fois de façon récréative, mais parfois aussi pour être la clé pour résoudre un cas d'adoption. Ici, je montre un petit graphique qui s'appelle un WATO. C'est pour l'acronyme en fait qui signifie What are the odds? Donc, quelles sont les chances? C'est un petit outil hébergé sur le site DNA Painter. Et ça permet justement d'avoir des hypothèses sur un arbre. Donc, tous les rectangles en bas sont des matchs, sont des correspondances. On émet une hypothèse. Et plus on peut renseigner de gens avec la quantité de centimorganes, donc de proximité génétique, plus on peut remplir le diagramme avec des correspondances qui sont proches de soi, plus les hypothèses peuvent peuvent se distinguer par rapport aux autres et mettre une hypothèse qui serait vraiment prometteuse. Donc ça, c'est un exemple de petit outil où est-ce que le simple fait d'avoir sa présence sur un site de test ADN, ben, on peut collaborer même sans le savoir à émettre des hypothèses et à les corroborer aussi. Cinquième raison, c'est de confirmer sa généalogie. Donc, le test d'ADN autosomal est le meilleur pour les générations proches de soi. Ça peut aller même jusqu'à la sixième génération. Plus souvent, c'est plus les 4 ou 5 premières générations. Mais c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui connaît sa généalogie, avec l'ADN de corroborer ça, donc de prouver qu'effectivement, tous ses arrière-grands-parents sont bien les arrière-grands-parents qui ont été documentés dans son arbre. C'est quand même intéressant là, de dire, ah oui, finalement,
J'ai dans mon ADN la preuve là, avec des petits graphiques que je vous ai montrés précédemment et avec des groupes de correspondance en commun, de pouvoir relativement bien prouver que oui, on descend de ce même couple d'ancêtres-là. Et donc, ça permet non seulement de savoir sur papier ce qui avait été documenté, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ces ancêtres-là qui ont contribué à notre bagage génétique? Donc, ça peut être très intéressant de savoir ça. On n'est pas nécessairement obligé de voir les segments pour ça, parce que c'est pas tous les sites qui permettent exactement de voir la position des segments sur les chromosomes. C'est sûr que c'est un bonus quand le site l'offre. Mais même sans voir les segments, juste le fait de correspondre avec quelqu'un ou d'avoir une quantité de centimorganes avec quelqu'un, et en analysant chacun son arbre, de savoir, ah ben, la personne en commune, c'est ce couple-là. Et plus on peut accumuler de correspondances qui ont ce même couple d'ancêtres-là, plus on peut dire, ok, finalement, c'est vraiment un couple d'ancêtres qui a contribué à mon bagage génétique. Donc ici, je montre un exemple sur MyHeritage, mais il y a aussi Ancestry DNA qui le propose. Si on a bien documenté son arbre, ils peuvent aller chercher un couple d'ancêtres justement qui est présent à la fois dans son propre arbre et dans l'arbre d'une correspondance. Ils peuvent estimer et faire un peu le travail pour nous. Ça demeure un indice. Là. Il faut faire les recherches avec les documentations papier ensuite, les recensements, les actes de mariage et tout. Mais ça donne un bon indice souvent, surtout plus le couple d'ancêtres est proche de soi. Ça donne un bon indice de savoir entre l'arbre de quelqu'un et son arbre à soi-même, ben, c'est où l'ancêtre commun. Donc ça fait un peu une partie du débroussaillage, si on veut. Ensuite, je montre True Lines du côté de Ancestry. C'est un peu le même principe. Donc, si on va voir, on peut y aller directement par ancêtre, donc pas obligatoirement par couple, mais on isole un ancêtre et en cliquant cet ancêtre-là, on peut voir par où les enfants descendent et quelles sont les lignées qui descendent jusqu'à nos cousins plus ou moins lointains, donc les personnes qui ont eux aussi testé, qu'on appelle les correspondances. Eh bien, on peut savoir que l'ancêtre commun dans ce cas-là a quand même plusieurs correspondances qui indiquent que c'est le bon ancêtre et que j'ai probablement de l'ADN de cette personne-là. Ensuite, la sixième raison, eh bien, c'est d'assigner ces matchs ou ces correspondances via notamment cluster ou par groupe et aussi par des pastilles de couleurs là, que les divers sites proposent eux autres mêmes. Là, on peut donc étiqueter ou attribuer des pastilles là, de couleurs ou des étiquettes à des matchs pour les regrouper selon justement ces couples d'ancêtres. Un exemple que je peux montrer ici, ça vient de MyHeritage, mais c'est un outil aussi qui peut être offert par d'autres sites. Et ben ça, c'est des clusters. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent chacun de ces matchs, ils les filtrent selon certains critères. Donc, il ne faut pas que la personne ait trop de centimorganes avec soi-même, sinon ça risque d'être son propre parent. Donc, il faut qu'il y ait une fourchette de centimorganes vraiment précise. Il faut aussi que la personne triangule avec d'autres gens, ou du moins que soi-même et la personne aient d'autres correspondances en commun. Donc, il y a quelques règles comme ça. Et en en filtrant un peu ces matchs-là, ces correspondances-là qui ont les bons critères, ils peuvent faire un tableau comme ça. Et dans ce cas-là, il nous reste simplement à chercher le cluster en haut à gauche, c'est quel couple d'ancêtres, et etc. avec les autres clusters qui vont sortir. Donc, c'est intéressant de voir les clusters se former et de chercher soi-même ensuite, mais quel peut bien être l'ancêtre commun, le couple d'ancêtres qu'on a en commun, tous les gens de ce cluster-là. Ici, c'est un autre exemple quand on fait un test d'ADN autosomal, c'est les segments. Dans le bas de l'image, ça parle de MB entre parenthèses à la fin là, pour mégabase. En fait, c'est qu'un centimorgane en moyenne a 1 million de paires bases, donc 1 mégabase correspond environ à un centimorgane en moyenne. Et ce qu'on voit complètement à droite, ce qui est en rouge, c'est la une génération. Donc, on peut voir en fait qu'un segment de 150 mégabases, donc grosso modo 150 centimorganes,
ben il y a beaucoup de probabilités que ce long segment-là provienne directement de son parent. Celle qui a les notes là, à partir de entre 40 et 50 centimorganes, donc un segment d'une quarantaine de centimorganes, mettons 45, eh bien, on voit là en bas qu'il y a quand même des chances que ça puisse venir directement de son parent, en rouge, d'un de ses deux parents. Mais on voit toutes les générations qui peuvent monter aussi et les proportions qui peuvent remonter jusqu'à la sixième, septième, huitième génération. Ce que vous voyez en vert, c'est la 10e génération. Donc, on peut voir qu'à partir justement d'un segment dans la quarantaine de centimorganes, ben, on peut commencer à avoir attribué ce segment-là à quelqu'un de la 10e génération à partir de soi. Donc, ça peut être intéressant là, de trouver là, les segments d'ADN, la quantité de centimorganes, la longueur, et d'essayer de voir en moyenne ça peut être attribué à quel ancêtre selon la quantité de centimorganes. La septième raison, c'est de trianguler ces segments. Alors, il y a une différence entre avoir des correspondances communes et d'avoir des correspondances triangulées. Parce que si on a simplement des correspondances communes, il peut y avoir plusieurs chemins. C'est pas parce qu'on est trois personnes à être parentes qu'on est parents avec le même couple d'ancêtres. On peut être parents, mais de diverses façons entre nous trois. Par contre, quand on triangule ces segments, bien là, on peut vraiment confirmer que c'est exactement un segment sur le même chromosome que les trois personnes ont. Là, ça devient intéressant parce que oui, c'est par le même ancêtre qu'on est parents, du moins sur ce segment-là. C'est pas tous les sites qui offrent ça. Ancestry DNA n'offre pas de navigateur de chromosomes ou de chromosome browser en anglais, mais MyHeritage l'offre et 23andMe l'offrait. Présentement, en janvier 2024, ils ont désactivé cette option. On espère qu'elle va revenir prochainement. Mais pour l'instant, il y a MyHeritage qui l'offre par défaut. Et l'avantage aussi de faire un test, même si on le fait chez Ancestry et qu'eux ne montrent pas les segments, on peut exporter son test, ses données brutes, donc son raw data. On peut envoyer le test qu'on a fait chez Ancestry vers MyHeritage. Ils vont charger un petit frais, là, mais qui est quand même abordable. Et là, à ce moment-là, les segments qu'on ne verrait pas chez Ancestry, on les verrait du côté de MyHeritage, où il y a d'autres sites qui font ça aussi, comme GEDmatch ou Family Tree DNA, qui offrent la possibilité de téléverser un test d'ailleurs. Et là, ben, on va pouvoir trianguler avec les autres gens là-bas. Évidemment, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, le bassin d'utilisateurs d'Ancestry reste le plus grand. C'est pas tous les utilisateurs qui vont exporter leur test et l'envoyer ailleurs. Mais il y a quand même un bon bassin quand même sur ces autres sites-là. Et souvent, ça prend justement une triangulation ou deux pour confirmer là, qu'un segment provient d'un ancêtre. Donc, pas besoin d'avoir 20 résultats. Des fois, juste trianguler avec dans 2 ou 3 cas peut être quand même un bon indice là, que effectivement sur ce chromosome-là, on a une portion prouvée qui vient d'un ancêtre. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime le plus dans la généalogie génétique. Et on voit un exemple ici, c'est quoi trianguler? On voit qu'il y a certains segments qu'on partage au même endroit, mais qui ne seraient pas triangulés ou qui seraient trop courts pour répondre à la limite. Mais quand il y a un petit encadré comme ça c'est sur MyHeritage, donc quand il y a un petit encadré, mais ça dit c'est vraiment sur le même chromosome que vous avez ça au même endroit. Donc on appelle ça la triangulation. Donc soi-même avec deux autres personnes qui fait les 3 points du triangle. Et on triangule tous sur le 5e segment à cette longueur-là de centimorgane. Donc nécessairement, on a hérité ce segment-là du même ancêtre ou du même couple d'ancêtres et il s'agit de le trouver. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime le plus en généalogie génétique. Et la 8e raison que j'ai mis, ben, c'est la provenance des traits et des gènes. Donc, plus haut, on parlait là, de traits et de prédisposition générale. Donc, est-ce que tu as tendance à dormir plus longtemps que la moyenne ou des choses comme ça? Mais en réussissant à aller chercher les segments et à isoler vraiment quel segment provient de quel ancêtre, on peut pousser plus loin ces traits-là
et savoir, ben, finalement, est-ce qu'on a les cheveux plus frisés que la moyenne? Oui, c'est intéressant. Mais quel ancêtre nous a donné les cheveux frisés? Quel ancêtre a donné nos pigments de peau, la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux? Ben, en faisant la cartographie de nos segments d'ADN, en les attribuant aux ancêtres, on peut savoir tel gène sur tel chromosome. Ben, celui qui donne les cheveux frisés ou les choses comme ça, ben, on peut savoir ça viendrait de quelle personne. Là, pour moi, ça devient aussi très intéressant. Ça, c'est un exemple de ma cartographie d'ADN que j'ai fait présentement. Dans une autre vidéo, j'ai parlé là, du code de couleur que j'emploie. Et grosso modo, on peut voir qu'il y a plusieurs couleurs, mais en fait, chacune de ces couleurs-là est un ancêtre ou un couple d'ancêtres en soi. Donc, on pourrait voir par exemple sur le 9e chromosome où est-ce qu'il y a plus de rose. Ben, c'est la lignée de la mère de mon père. Donc, il y a beaucoup d'ancêtres, un très très long segment que j'ai pu analyser avec plusieurs personnes avec lesquelles j'ai triangulé. Ben, dans mon cas, mon 9e chromosome, ce que j'ai eu du côté de mon père vient de sa mère et même de la mère de cette mère-là. Donc, on peut vraiment isoler de cette façon-là. Ensuite, avec les petites barres verticales que vous voyez, les espèces de petites aiguilles, bien, c'est quelques exemples là, de gènes intéressants comme la façon dont nos cheveux sont frisés ou notre groupe sanguin ou des choses comme ça. Donc, on peut savoir une fois qu'ils vont être découverts, mais finalement, ça remonte jusqu'à quel ancêtre, de quelle génération, 5e ou même 6e génération, a pu nous fournir notre groupe sanguin, les pigments de notre peau, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça fait partie des 8 raisons que je voulais vous transmettre, qui sont des exemples de pourquoi on pourrait faire un test d'ADN autosomal. Il y en a plus que ça, évidemment. J'aurais probablement pu en nommer une vingtaine, mais je me concentre sur ces 8-là. Et plus on les descendait là, dans l'image de l'iceberg, plus c'était des raisons que moi je trouvais qui étaient intéressantes, notamment la triangulation de segments et la cartographie pour attribuer les segments à un couple d'ancêtres. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine.